BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Il est presque 15h, ravie de vous retrouver pour BFM Crypto, le club, en ce lundi avec mes invités. Maxime Euzet, journaliste crypto à la tribune. Bonjour Maxime, ravie de vous retrouver. Delphine Vincent nous rejoint sur le plateau, fondatrice de la crypto. On va parler des femmes dans la crypto. Bonjour Delphine, bienvenue dans l'émission. Et Alexandre Lourimi également est avec nous, associé au cabinet Orwell. On va parler de fiscalité pour les derniers jours. Il y a des choses à savoir et un petit coup de gueule aussi que je réserve à cette partie de l'émission, mais on va en parler dans un instant. Vous continuez à nous poser vos questions sur cette adresse crypto@bfmbusiness.fr, BFM Crypto, le club. C'est parti, soyez les bienvenus. Et on commence avec vous, Maxime Euzet, journaliste crypto à la tribune. Les news de ce début de semaine et l'actualité de ce week-end, c'est une grande première en France. Maxime. Et oui, dimanche, 2 blocs a reçu le permis européen de prestataire de services sur crypto-actifs, PSCA. Et donc, c'est le premier permis donné par l'AMF à un acteur français. Enfin. Et c'est un événement important. Et c'est un événement attendu aussi, puisque depuis donc, l'entrée en vigueur de MiCA en décembre dernier, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg ou encore Malte, tous ces pays-là ont déjà donné de nombreux permis. Et donc, le mutisme de l'AMF inquiétait beaucoup les acteurs français. C'est vrai. Donc c'est donc un signal positif pour l'écosystème et ça montre aussi la montée en puissance de 2 blocs en France. Donc 2 blocs, on le rappelle, c'est une banque, un compte bancaire qui associe un portefeuille crypto indépendant. Et donc c'est une société qui est quand même assez jeune puisqu'elle a été créée en 2023 par des anciens de Ledger et de Revolut. Donc bon, si Binance et Revolut sont encore les 2 gros mastodontes du secteur selon le dernier baromètre de la DAN, 2 blocs montre ici qu'elle affiche une forte croissance et donc elle devient pionnière en termes de réglementation. Alors, pas de quoi inquiéter Binance néanmoins. Dans un entretien accordé à La Tribune vendredi, David Princet, son président France, explique que pour lui, MiCA et le statut de PSCA, ce n'est pas une course et qu'il a confiance dans le fait que son entreprise va recevoir son permis. Mais bon, presque le chrono tourne. Il ne faut pas oublier que les entreprises qui n'obtiendront pas leur permis d'ici juillet 2026 n'auront plus le droit de recruter de nouveaux clients en France. Ouais, c'est pas une course, effectivement, vous l'avez dit, vous avez raison, ils ont 18 mois depuis le début de la réglementation. 13 mois maintenant. Ouais, voilà, c'était janvier, donc effectivement, c'est un bon signe, Alexandre Lourimi, cette première accréditation MiCA pour un acteur français. Oui, c'est un excellent signe parce que avec l'harmonisation de la réglementation, finalement, on est passé d'une concurrence entre réglementation, et la France, c'était pas trop mal, puisqu'on avait le premier cadre clair, un peu élaboré, à une concurrence entre régulateurs, finalement. Et il y avait de gros doutes, en fait, sur... et Malte avançait très, très vite. Voilà, Malte allait très vite. Même les Allemands, dans des juridictions comparables, allaient très vite. Et donc, il y avait un gros doute sur les capacités humaines, financières, en fait, du régulateur français. Et donc là, c'est un bon signal de se dire qu'on est dans la course, en tout cas, en ce qui concerne la délivrance d'agréments. On espère que ça va arriver assez vite pour les autres. Effectivement, j'ai cru comprendre quand même qu'il y avait pas mal de papiers, de bureaucratie à fournir et que c'est un peu à se tirer les cheveux. On a aussi du nouveau sur le rapprochement entre le monde de la finance traditionnelle et les cryptos, Maxime. Et c'est la plateforme Kraken qui met un pied dans le monde financier traditionnel. Jeudi, la plateforme d'échange a annoncé qu'elle allait proposer des actions à ses clients. Alors, une plateforme d'échange qui propose normalement des cryptos et là qui veut proposer des actions, c'est étrange. Et en effet, ce ne seront pas des actions standards, puisque ce seront des actions qui seront tokenisées, qui seront émises sur la blockchain et qui pourront donc être échangées jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par les clients de Kraken. Et Kraken n'est pas la seule. Les banques aussi accélèrent dans les cryptos et dans la blockchain. Aux États-Unis, donc selon le Wall Street Journal, les grandes banques américaines sont en pourparlers pour lancer un stablecoin commun. Donc un stablecoin, on le rappelle, c'est une crypto-monnaie qui est adossée sur le cours du dollar ou de l'euro. Et ce seraient des grandes banques qui réfléchiraient à en créer un. On parle de JP Morgan, Bank of America, Citigroup ou encore Wells Fargo. Et les choses bougent aussi en France, puisque la semaine dernière, BNP Paribas a annoncé, elle aussi, elle a annoncé une tokenisation de fonds, de parts de fonds monétaires. Autrement dit, elle va prendre des obligations déjà existantes et les mettre sur une blockchain, et cela dans le but d'essayer de gagner du temps et de réduire les coûts de transfert.
Et les choses avancent, mais dans l'entretien justement accordé à la Tribune, le président France de Binance, David Princet, explique que l'Europe a du retard et que les banques, donc c'est en grande partie parce que les banques sont frileuses à l'innovation pour lui. Pour autant, l'Europe pourrait toujours rattraper son retard, nous dit Binance. On a quand même rarement connu de tels changements dans une année. Sur la crypto, Delphine, enfin moi je sais pas, je regarde ces cryptos un peu plus de loin depuis 3-4 ans, mais là de près depuis le début de l'année, c'est quand même le nombre de changements, les passerelles qu'il y a entre la finance traditionnelle et cette finance crypto, c'est absolument passionnant. Ça fait plein de formations, on va en reparler dans un instant évidemment, mais plein de formations nouvelles à développer pour les mois qui viennent finalement, Delphine. Oui, alors il faut quand même aussi se méfier du fossé que ça peut générer justement entre toutes ces innovations qu'on implémente finalement, mais on laisse finalement les gens complètement en dehors, plein de personnes ne savent pas ce que c'est que la blockchain. Oui. Donc il y a du vocabulaire, il y a des enjeux dans la société dont il faut prendre conscience. Et donc l'adoption, la vulgarisation, évidemment, c'est la thématique majeure, je pense, quand on est au croisement, en transition comme ça. Alexandre, vous êtes d'accord ? Oui, totalement. Et pour rejoindre le sujet de la formation, je pense que ça va devenir un sujet majeur dans ce secteur parce que finalement, on pouvait ignorer le sujet jusqu'à présent, mais demain, voilà, tous les services compliance des banques, tous les CGP, tous les experts comptables, enfin, tout le monde devra un minimum comprendre le sujet, ce qui est une crypto, ce qui est une transaction on-chain, des trucs basiques, et ça risque d'être majeur, effectivement. Il va y avoir pas mal de monde à former dans les comptables, vous l'avez dit, au fisc aussi, hein, on en reparlera tout à l'heure. Un petit point douloureux en ce qui me concerne, mais on va en discuter. On reparle du cours du Bitcoin pour terminer, Maxime Chahuté. Il est bien, il est haut, 109 900, on était à 110 il y a quelques minutes, dollars évidemment. Le cours du Bitcoin chahuté par les annonces de Donald Trump. Ah oui, tout à fait, parce qu'on a atteint un plus haut historique jeudi à 111 681 dollars, donc un plus haut qui n'a jamais été atteint. D'ailleurs, selon 2 analystes interrogés par la Tribune, donc, ce plus haut là qu'on a eu la semaine dernière viendrait des craintes autour de la dette américaine et du fait que les investisseurs se réfugient sur le Bitcoin. Selon eux, le Bitcoin pourrait vraiment commencer à devenir une valeur refuge, ce qu'on lui prêtait, mais en même temps ce dont on doutait, une valeur comme l'or, car il serait moins impacté par les hausses de taux d'intérêt que les entreprises. Parce qu'on le rappelle, donc, le 30 ans américain est monté à plus de 5%. Et en fait, cela pourrait impacter le coût des crédits et donc baisser les bénéfices des entreprises, nuire aux entreprises et à la bourse, et pas Bitcoin. Mais bon, la fête a été de courte durée quand même, puisque ce week-end, le Bitcoin est redescendu sous les 108 000 dollars à cause de Trump, qui a menacé l'Europe de 50% de droits de douane, ce qui a fait paniquer les marchés. Et ce matin, énième rebondissement, le président américain, encore lui, a annoncé qu'il allait changer d'avis et qu'il imposerait ses droits de douane en juillet, finalement, ce qui a fait remonter le cours du Bitcoin à 110 000 dollars. Ça vaut pour Bitcoin comme pour tout le reste de l'économie, finalement, ce qui se passe et ce que dit Donald Trump. Est-ce que vous voyez... En début d'année, on était très optimiste sur ce qui se passait aux États-Unis. Alexandre, est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est la même chose, quasiment fin mai, début juin, là, ce qui se passe aux États-Unis? Est-ce que Donald Trump favorise le secteur ou au contraire lui fait du mal? Moi, je vois ça un peu de loin, du coup, mais j'ai l'impression que de loin, c'est favorable pour personne d'avoir autant d'instabilité, si ce n'est pour les traders professionnels qui savent un peu anticiper ce genre de mouvement. Donc d'un côté, il y a un signal qui est très positif. De l'autre, c'est un signal qui vient d'une politique qui n'est pas super stable, super claire, super lisible. Donc je suis d'accord qu'on peut s'interroger. On attend la réglementation sur les cryptos et sur le secteur de façon générale. Ce sera le mois d'août, c'est ça, oui, je crois, Alexandre, que c'est courant 2025. Aux États-Unis, effectivement. Delphine, est-ce que c'est important dans les formations, dans les demandes de formation, les cours, est-ce que ça joue sur les demandes d'explication? Non, pas réellement, parce qu'en réalité, il y a vraiment une ignorance totale de ce qu'est le marché crypto. On rentre quand on est novice parce qu'on connaît le nom Bitcoin, mais derrière, il n'y a pas tous ces enjeux non plus de marché. On les apprend au fur et à mesure, on les découvre.
On va voir dans un instant avec la crypte que vous formez, notamment les femmes, et qu'elles sont extrêmement absentes de ce secteur. On peut le voir aussi dans cette émission. On a beaucoup de mal à avoir des invités femmes qui parlent de crypto. On va y revenir dans un instant. Avant cela, Alexandre, je vous regarde dans les yeux. On va régler nos comptes avec, avec le fisc aujourd'hui. J'ai découvert ce que c'était que cette page sympathique de la déclaration des cryptoactifs, des actifs numériques, pardon, et des plus-values et des moins-values sur la déclaration fiscale. Il faut avoir fait école d'ingé, en fait, non? C'est assez catastrophique. C'est compliqué cette année. Oui, c'est clair. Non, c'est assez catastrophique et je pense que le législateur ne s'est pas rendu compte en mettant en place cette formule, ce formulaire, que personne n'y comprend rien. On est d'accord. Côté fisc aussi, parce qu'on a des vérificateurs qui nous le disent, la formule est incompréhensible pour eux aussi. Mais alors, est-ce que ça va donner lieu, d'après ce que vous savez, vous, à plus de contrôle, parce qu'il va y avoir a priori pas mal de contrôles à partir de cette année sur les actifs numériques et sur les déclarations. On met en danger quand même le contribuable en faisant une page comme celle-là. On le met dans une situation de déclaration d'erreur. Totalement. Alors, en plus, le problème en fiscalité, c'est que la responsabilité pèse sur le contribuable. Donc, si on fait une erreur, c'est pour nous, en fait. Oui. Forcément, la complexité fait que le fisc fera sûrement preuve de tolérance en cas d'erreur, et donc il n'y aura pas de pénalité, mais l'impôt sera dû quand même. Et effectivement, avec l'arsenal juridique qui se met en place, avec DAC8, dont on a déjà parlé, c'est-à-dire l'échange automatique d'informations, grosso modo, la plateforme communiquera chaque année la liste des transactions au fisc. À partir de l'année prochaine. À partir de l'année prochaine, oui. Exactement. Oui. En fait, les contrôles seront presque systématiques. Il suffira pour le fisc, pour les faire, de mettre en regard les infos de la plateforme et la déclaration pour voir s'il y a une incohérence. Ça veut dire que cette partie crypto sera pré-remplie ? Malheureusement, non, parce qu'en fait, on a un régime fiscal, vous avez dû le voir, qui implique de calculer sa plus-value par rapport à la valeur globale du portefeuille, tout support confondu. Et donc, si on a des cryptos sur un Ledger, des cryptos sur Binance, des cryptos sur DeBlock, il faut pouvoir déclarer la valeur de toutes ces cryptos. Et la plateforme ne peut pas connaître cette valeur avec certitude, à moins que le contribuable l'y déclare, et donc ne peut pas lui donner une information fiscale fiable à 100%. Donc, on a certaines plateformes qui le font, qui délivre une sorte de DIFU, l'équivalent d'un IFU, l'imprimé fiscal unique pour les revenus d'action classiques, pour la crypto, mais ce n'est pas utilisable en l'état si on a des cryptos ailleurs que sur la plateforme qui nous fournit ces informations, et la plateforme n'est pas obligée de le faire, donc ça dépend vraiment des plateformes. Bon, on va voir un petit peu ce qui reste à faire pour certains départements. Vous aviez une question peut-être, Maxime, pour Alexandre ? Oui, moi j'avais une question par rapport à ce problème de double imposition. On ne parle pas assez, j'ai l'impression, de la fiscalité sur le staking, sur le lending, sur les airdrops. Comment fait-on pour s'en sortir entre la plus-value d'un côté et de l'autre, réussir à comprendre les revenus passifs qu'on a eus? Je crois que c'est 2 formulaires. On a déjà posé la question et c'est toujours difficile de comprendre comment faire. On n'en parle pas parce que le régime des cessions est tellement complexe qu'on ne passe même pas à l'étape suivante, quoi. Mais effectivement, on a un régime sur les plus-values. Donc une plus-value, globalement, avec les subtilités qu'on a évoquées, c'est prix de vente moins prix d'achat. Sauf que tous les revenus passifs qu'on va générer en crypto, le staking, le lending, peut-être les airdrops, ça dépend des cas, sont fiscalisés en principe dès l'année d'acquisition. Comme n'importe quel autre revenu. Nos salaires sont fiscalisés dès l'année où on les perçoit. Et si nos salaires étaient payés en lingots d'or, on devrait aussi déclarer la valeur de l'or qu'on a reçu en fait, au titre de notre travail. Là, c'est pareil. Si on est payé en crypto, on doit le déclarer la valeur des cryptos qu'on a reçus au titre de l'année au cours de laquelle on les a reçus. Et on doit les déclarer dans la case qui correspond à la raison pour laquelle on les a reçus. Donc si je les ai reçus parce que je fais un travail salarié en contrepartie, ce sera de l'équivalent salaire. Si je les ai reçus parce que je fournis des consultations fiscales, ce sera un bénéfice non commercial. Donc ça, c'est la première étape, les déclarer à la valeur d'acquisition. Et ensuite, les déclarer au moment de la vente. Mais là, pour le coup, dans le cadre du régime des cessions de crypto, dans les conditions classiques, en prenant bien soin de considérer que la valeur d'acquisition qu'on a déjà déclarée est le prix d'acquisition de ces cryptos. Pour le fisc, c'est comme s'il y avait 2 opérations, un paiement en euros et la décision ensuite du bénéficiaire d'acheter des cryptos avec ces euros. Donc on est doublement imposé ? Non, parce que du coup, en fait, on est imposé sur la valeur à réception dans la catégorie salaire ou BNC, et ensuite sur l'augmentation de valeur dans la catégorie de la flat tax plus-value.
Bon, on va revenir sur ce qui reste à faire là aujourd'hui. Il reste quelques jours pour certains départements donc pour déclarer. Dernière ligne droite. Qu'est-ce qu'on fait au minimum à partir de maintenant ? Oui, là, on est vraiment dans un timing où il faut faire le minimum, je pense. On regarde déjà si on a vendu des cryptos en monnaie légale l'année dernière. Si on l'a fait, on déclare les prix de cession, les dates de cession via le formulaire 2086. 2086, oui, on a bien retenu le 2086. Voilà. Ouais. Un point important, c'est que si on ne retrouve pas la valeur de son portefeuille dans les temps, toutes les autres données, je pense qu'il vaut mieux mettre une valeur approximative, quitte à corriger ensuite et mettre la bonne valeur, plutôt que de rien mettre du tout et de se dire qu'on déclarera plus tard. Donc il vaut mieux faire quelque chose d'approximatif dans les temps, plutôt que de reporter pour avoir quelque chose d'impeccable en retard, quoi. Si on a un problème pour déclarer, on a les documents et qu'on n'arrive pas à remplir, est-ce qu'on peut envoyer les documents ? Le problème, c'est qu'il faut mettre un élément parce qu'on ne pourra même pas valider sa déclaration, ça bloque dans l'expérience utilisateur du fisc. Donc, il faut mettre un chiffre le plus proche de la réalité, mettre un petit message. On peut mettre des messages au moment de sa déclaration au fisc quand on a une difficulté. Ça permet de diminuer les intérêts de retard s'il y a un problème. Et ensuite, travailler pour corriger. Vous savez, la déclaration peut être corrigée jusqu'à fin décembre ensuite. Oui. Donc, il vaut mieux déclarer quelque chose d'approximatif plutôt que déclarer tout en retard, quoi. Maxime ? Il faut rappeler que si on vend moins de 305 € de crypto en euros, du coup, on n'est pas imposé. Est-ce qu'il faut quand même inscrire cette transaction-là au fisc ? Et puis, au final, est-ce que ce ne serait pas ça la solution ? Transférer ces cryptos volatiles en stablecoin et puis chaque année transférer 305 €. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas un peu une fraude déguisée ? Non, parce que ça mettrait du temps. Voilà, pour sortir 3 000 €, il faudrait 10 ans. Donc ça dépend. Mais c'est une bonne idée, en tout cas, de faire plutôt 305 que 306 € si on doit être dans ces eaux-là. En revanche, il faut quand même déclarer les cessions. Il faut les déclarer, mais seulement le montant cédé et la date de la cession. Donc ça évite d'avoir retrouvé la valeur de son portefeuille, son prix d'acquisition. C'est quand même plus simple. Un petit mot pour ceux qui vont recevoir un remboursement de la plateforme FTX. Comment on le déclare ? Mais ça, c'est la grosse question d'actualité. L'année dernière, c'était Mt. Gox qui commençait à beaucoup rembourser. Cette année, c'est FTX qui rembourse donc les clients, en tout cas en partie. Il n'y a aucune précision de l'administration fiscale sur le sujet. Et il y a une tentation, c'est de se dire que c'est finalement une cession de crypto qui va être imposée à la flat tax à 30%. Oui, 30%, ouais. Juridiquement, ce n'est pas la position la plus exacte. Et juridiquement, le problème, c'est que c'est qui tout double. En fait, soit on voit ça comme une sorte d'indemnité, d'un préjudice financier qui serait hors du champ de l'impôt sur le revenu, donc ne pas déclaré et non fiscalisé. Soit on voit ça comme un revenu imposable dans la catégorie balai, et pour le coup au barème progressif. Donc quelque chose de beaucoup plus pénalisant qu'une flat tax à un taux forfaitaire. On parlait des stablecoins tout à l'heure. Cette zone grise de quand on passe de la crypto au stablecoin, on n'est pas imposé parce que voilà, c'est pas une sortie. Est-ce que vous pensez que ça va rester ? C'était pour ça que vous parliez peut-être de fraude, c'est que j'ai entendu sur ce plateau que ça n'allait pas durer a priori, cette possibilité de faire ça. C'est quoi votre avis, Alexandre ? Je pense qu'effectivement, ça ne va pas durer. Moi, mon sentiment, c'est que l'exonération des transactions crypto-crypto ne va pas durer. Donc, j'ai une position assez pessimiste. Mais en premier, oui, les stablecoins, ça va être les premiers concernés. Il y a déjà des rapports de la Cour des comptes qui suggéraient, il y a 1 an et demi, de mettre fin à cette neutralisation fiscale en cas de trade crypto-stablecoin. Ce n'est pas le cas. Pour l'instant, la transposition de MiCA n'a pas abouti à cet effet. Mais c'est toujours dans les tuyaux et le gouvernement s'interroge toujours sur l'opportunité de le faire ou pas. Le problème, c'est que ça peut aller vite. On peut avoir compté sur ces transferts sans payer d'impôts à ce moment T de l'année 2025, qu'il y ait une décision en septembre et que ce soit finalement validé pour la déclaration 2026. Ça pourrait arriver. En fait, la technique pour faire la transition va être super compliquée parce qu'effectivement, soit on raisonne comme ça et donc tous ceux qui auront fait des transferts avant seront dans une insécurité juridique totale puisqu'ils auront généré de la fiscalité sans le savoir. Et donc, ça posera des questions de constitutionnalité du texte. Soit, à l'inverse, on donne une date future d'entrée en application. Dans ce cas-là, ça laissera place à beaucoup d'optimisation fiscale puisqu'il suffira de faire un trade stablecoin avant le changement de la loi qui n'est pas fiscalisé pour attendre la loi et faire un trade stablecoin fiat qui sera plus fiscalisé après la loi. Donc techniquement, ça va être très compliqué à faire. Bon, dernière question sur la fiscalité. Si je suis en retard, si mon département est déjà censé avoir tout déclaré et que je ne l'ai pas fait, qu'est-ce que je fais au final, Alexandre ?
Il est toujours temps de se rattraper. Quand on régularise spontanément sa situation, généralement, on n'a pas de pénalité appliquée. N'attendez pas que l'administration revienne vers vous. C'est plutôt le contraire qu'il faut faire. Exactement, il faut être un peu proactif sur le sujet. Et le petit formulaire en ligne rouvre à l'été. Donc c'est possible d'avoir la même déclaration qu'on peut corriger de l'été jusqu'à mi-décembre généralement. Vous continuez à nous écrire si vous avez des questions sur la fiscalité, évidemment. On va parler d'adoption plus générale de la crypto, de compréhension du Web3 et de formation, comme on a commencé à le faire tout à l'heure avec vous, Delphine Vincent. Vous êtes fondatrice de la Crypte. C'est quoi la Crypte ? Eh bien, la Crypte, c'est un programme en live, en petits groupes, réservé aux femmes, puisqu'effectivement, les femmes, on va dire, agrègent un certain nombre de caractéristiques dans le milieu de l'investissement et également dans le milieu tech, ce croisement tech et finance, qui fait qu'on aime bien se retrouver entre nous pour apprendre et passer à l'action. On ne parle pas crypto de la même façon quand on est une femme et un homme ? Les enjeux sont vraiment différents, je pense, oui. Comment les femmes abordent-elles ça ? Qu'est-ce qui les y amène, en fait ? Alors, ce qui les y amène, c'est vraiment des sujets assez vitaux, en réalité. Donc, on retrouve la retraite, sécuriser la famille, diversifier ses revenus, des revenus peut-être un peu instables, avec des parcours fractionnés, du chômage, des salaires inférieurs à ceux de l'époux ou du conjoint. Donc, oui, on vient un petit peu rattraper, on essaye de se mettre à niveau. On essaye. Alors, quand je vous écoute, ça veut dire que le profil de des personnes qui viennent se former à la Crypte, elles sont quoi, en milieu de vie, en reconversion, à la cinquantaine, quarantaine ? Voilà, c'est ça. On va avoir des trentenaires qui commencent à s'intéresser parce qu'effectivement, on en parle, c'est quand même médiatisé. Aujourd'hui, Bitcoin, ça fait envie. Et puis ensuite, on a effectivement des femmes qui réfléchissent à la retraite et qui veulent augmenter leur capital, je pense, quitte à ensuite le transférer dans de la pierre, mais qui ont besoin de se constituer un capital. Intéressant. Maxime ? On voit une politisation de plus en plus grande de Bitcoin, notamment, maintenant on associe beaucoup Bitcoin à Trump. En Europe, c'est beaucoup Sarah Knafo et le RN qui en ont parlé. Est-ce que du coup ça nuit à l'image du Bitcoin auprès de... Non, ça c'est vraiment... Là, vous voyez, on est déjà dans l'expert. C'est-à-dire, Sarah Knafo, qui a du Bitcoin, on le sait que quand on est à l'intérieur. Quand on est à l'extérieur, on ne s'en rend même pas compte. Et vraiment, les enjeux sont différents. Il y a une découverte de la philosophie du Bitcoin qui n'est pas, à mon sens, en plus personnel, pas du tout rattachée à l'extrême droite. Oui, effectivement. Donc, non, je ne le diffuse pas de cette façon-là. Vous, votre parcours personnel, qu'est-ce qui vous a amené à créer la Crypte et à vous intéresser à la crypto ? Tout pareil que les femmes, c'est-à-dire comment diversifier mes revenus. Je suis entrepreneuse, donc je sais très bien que les revenus d'entrepreneuriat, c'est assez aléatoire, ça peut monter, baisser. Et donc, je cherche à stabiliser mes sources de revenus. Évidemment, en plus, j'ai la chance quand même d'être mariée en couple. Et je me rends compte aussi à l'intérieur du couple que l'investissement est aussi genré, finalement. Oui, absolument. Monsieur fait la pierre, madame s'occupe de gérer le budget, éventuellement l'épargne. Non. C'est-à-dire là, j'ai pris pour moi, la crypto, pour moi, c'était quelque chose d'innovant, qui requérait d'être un peu tête brûlée. Enfin, je me suis ressentie un peu comme ça quand j'y suis allée. Ça me correspondait et je l'ai pris et mon mari m'a dit « Ok, vas-y ». Quels sont les freins des femmes qui se présentent à vous ? Quels ont été les freins qui les ont empêchées justement de venir à la crypto ? C'était des freins généraux par rapport à l'investissement, par rapport à l'argent justement, ou c'était plus des questions techniques ? Les deux, absolument, les deux. En fait, souvent, les femmes qui sont en couple, elles voient leur mari ou leur conjoint adopter très rapidement la crypto et ça les énerve un petit peu, ça les challenge. Elles ont envie de rattraper en se disant mais pourquoi moi j'arrive pas, j'ai besoin d'autant de temps. Alors évidemment, là il faut sortir, il faut extrapoler, reprendre l'histoire des femmes, le fait que les femmes manipulent l'argent depuis beaucoup moins longtemps que les hommes, elles sont pas forcément encouragées à le faire. Donc vous voyez, on touche là du coup à tout l'environnement des femmes et c'est important aussi de permettre de le remettre en contexte. C'est pour ça qu'une femme qui forme des femmes, ça a du sens, parce qu'on va aussi remettre en contexte quand elles-mêmes ne savent pas trop ce qui se joue émotionnellement. Ouais. Et les formations, elles prennent quelle forme ?
C'est donc des sessions de 2 heures en visio, du coup, parce que c'est national. J'ai même des femmes qui sont à l'étranger aussi. Donc les questions fiscales, bon là, effectivement, je les laisse aux professionnels, mais il y en a. Oui, il doit y en avoir des questions fiscales. Absolument, il y en a sur l'imposition, voilà, et on se rend compte qu'on est très différents, voilà. Et donc, votre question La question, c'était ça, quelle forme prennent les formations, du coup? Oui, voilà. C'était uniquement de Bitcoin ou vous avez toutes les cryptos? Alors moi, je pense que déjà, démarrer avec du Bitcoin, qui est quand même la pièce maîtresse de l'environnement, c'est ce qu'il faut faire. Et après, par contre, je développe et j'explique les différentes blockchains, les différents environnements, les différences, voilà, le staking, pourquoi Bitcoin c'est différent, quel est le projet, est-ce que c'est une monnaie, est-ce que c'est de la DeFi, enfin, vous voyez, on explique le contexte. Après, elles sont libres, elles font ce qu'elles veulent et on se retrouve en groupe, en communauté, derrière, si elles veulent développer leurs compétences, qu'elles ont un doute, eh bien, on est toujours en contact. Est-ce que ça donne derrière des investisseuses averties ou des investisseurs heureux, je ne sais pas, ou est-ce que ça donne des créatrices de boîtes aussi? Non, elles sont déjà créatrices, en fait. J'ai beaucoup de femmes qui sont déjà entrepreneuses. Donc, effectivement, elles viennent... ce sont de très bonnes investisseuses. On s'en rend compte quand il y a eu, par exemple, moi, le recul que j'ai, c'est par rapport à Trump. Les taux du Japon cet été, en août, où Bitcoin a vraiment chuté. J'ai eu très peur, parce que je me suis dit, là, c'est vraiment la première chute de Bitcoin depuis le début du programme. Ouais. En fait, les femmes, elles étaient hyper stoïques. J'ai été étonnée et là je me suis dit finalement peut-être que les stéréotypes sont vrais, c'est-à-dire que les femmes font d'excellentes investisseuses. On l'avait vu dans une... Je ne sais plus qui avait fait cette étude, Opinionway, peut-être il y a 2-3 mois, qui disait que les femmes étaient beaucoup plus sages dans l'investissement crypto, elles attendaient plus longtemps, sur le long terme, elles étaient moins, finalement... elles faisaient ça moins, justement, en fonction des taux. Oui. Elles étaient plus sages dans leur gestion, en fait. Oui, exactement. C'est vraiment la particularité, je trouve, entre les hommes et les femmes. Les femmes, elles vont réfléchir comment ne pas perdre d'argent. Et les hommes, ils vont penser comment je peux gagner de l'argent. Donc ça amène, c'est structurant de 2 façons complètement différentes. C'est l'exposition au risque, en fait. L'exposition au risque. Oui, c'est ça qui est intéressant. Maxime. Et justement, en parlant d'exposition au risque, on voit que normalement, en général, les placements risqués, la bourse, le Nasdaq et autres sont quand même très genrés, très masculins. Ce goût du risque est très masculin. Est-ce que vous avez vraiment espoir qu'il y ait une égalité pour les cryptos, alors que la vieille finance, on va dire, n'arrive pas vraiment à bouger? Alors, je le pense, parce qu'en réalité, déjà, il fallait admettre qu'il y avait un sujet. Et jusqu'à présent, personne ne voulait vraiment admettre qu'il y avait un sujet. Donc là, je pense que la médiatisation des femmes, le fait que les femmes se montrent, en parlent davantage, on commence à prendre conscience. Parce qu'il y a des gens pour qui il n'y a pas de sujet du tout, tout est normal, c'est masculin, mais c'est pas grave, on ne se remet pas en question. Voilà. Et l'arrivée des femmes, justement, alors c'est petit à petit, ça ne se fait pas du jour au lendemain, je pense que c'est sur vision 20 ans ou quelque chose comme ça, elles-mêmes qui portent ce message, parce que finalement, se retrouver seule dans un bureau d'hommes, on ne veut pas forcément être le porte-étendard parce que les enjeux métiers sont importants, on ne veut pas non plus se cramer. Donc peut-être que les gens comme moi, justement, qui vont porter cette parole plus librement, sans enjeu métier derrière, vont amener une réflexion. Et je le constate, parce que moi, maintenant, les hommes, quand ils vont dans les événements Bitcoin, je reçois des messages où on me dit il y avait 100 personnes, et j'ai pensé à toi, parce qu'il n'y avait que 10 femmes, mais là, j'ai pensé à toi, et ils m'envoient un petit message. Donc... Il en faut des cryptes comme ça pour... Oui. Diffuser ce message. Venez aussi dans cette émission, c'est très important. Il n'y a pas assez de femmes dans le secteur, on est bien d'accord. Merci à tous les 3. C'était trop court cette émission. Vous reviendrez sur ce plateau. Maxime Euzet, journaliste crypto à la Tribune. Delphine Vincent, fondatrice de la Crypte. Merci d'être venue. Alexandre Lourimi, associé au cabinet Orwell. On se retrouve demain pour un nouveau BFM Crypto, le club. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. BFM Business, BFM Crypto, le club.